service. Et si vous asseyez ici, je pense que ceux qui sont plus intelligents, c'est ceux qui viennent plus tard. Non, je vous explique. Quand il n'est pas possible, on va mettre une petite flèche. Parce que ce qu'on va faire, c'est dans les une de première, les deux autres, ça va être gênant, dérangeant, compliqué. Ok? Je sais que prochainement, le 1er juin, qui est dimanche, venez à 13h. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. J'ai compris que le cerveau humain est à l'Afrique. Mais vous êtes une exception. Et l'exception là, on n'a pas de règle. Ok, on a un sujet très important qui concerne ce que je peux prendre la peine d'avoir le moduler, d'expliquer avant de débuter. Et les prières du dimanche, on va prier pour les spécial. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est amener un logique dans un sujet spécifique. A specific subject which I need to put on. Donc, on va y aller. C'est ceux qui m'ont appelé pour apprendre à école de famille. Et je vais expliquer d'autres petits points. C'est la partie que je dis 13h30, 14h, c'est le moment pour venir. Sinon, on va parler de prière. Les gens restent bêtes. Donc, aujourd'hui, on a un sujet très important. Et je vais, en commençant maintenant, je commence d'abord à énoncer d'autres points qui vont nous permettre de comprendre mon cheminement pendant ces 45 minutes. Je ne peux pas faire ceci en conférence parce qu'il n'y aura personne. Ouais. À part vous. Et peut-être que vous verrez après que je prie. Ouais. C'est bien normal. Alors, je veux qu'on ouvre un dossier très important. Un dossier qui mine notre société africaine depuis 1880. Et pour lequel je voudrais m'adresser au service, à mes collègues, ceux qui suivent ne l'écouteront pas, adresser à la population africaine et particulièrement à la population camerounaise. Donc je vais aller plus chez nous. Moi, avant de me prononcer sur quoi que ce soit, je fais toujours l'effort d'étirer la conversation. Je ne sais pas si ça va être développé, parce que je veux que ça puisse être clair pour ceux qui vont discuter demain après demain ou dans 10 ans. En 2016, le 14 avril 2016, je reçois une mission. Pas d'un homme, une mission qui est complexe. La complexité de ce travail nécessite d'abord personnellement un travail intellectuel. Très poussé. Et quand je reçois ce message, il me demande et celui qui m'envoie me demande, il va dire et là, c'est pas non. Mais on n'a pas de celui qui m'envoie me demande de parler de certains sujets africains. Il me demande d'être précis et de donner tous les détails possibles. Donc, quand ça s'ouvre, 14 avril 2016, je répète plus beaucoup l'année. L'année, les gens dans le détail. Je comprends le mieux en mieux. Et il me transporte le 24 novembre 2016, le jour, plus tard, de l'Afrique du sud du continent africain. Et me fit monter progressivement jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et me dit d'écrire ce qui va me demander, ce qui va me dire. C'est-à-dire les conséquences de ce qui va arriver dans la politique, dans les politiques africaines, depuis le sud de l'Afrique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et il insistait sur la politique désastreuse imposée. Et ensuite de cela,
il parle d'un facteur que j'ai déjà expliqué ici beaucoup de fois, les conséquences de Area Boy. Que j'ai expliqué. Conséquences de Area Boy. Mais avant que je n'aille plus loin que ça, pour ceux qui nous ont pas une fois, pour essayer de montrer ma légitimité visuelle, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y en a 54 pays en Afrique. On a beaucoup de pays européens, le 27. On a les pays asiatiques, ou ce qu'on appelle Asie. On a les pays d'Amérique du Nord, Amérique du Sud. Si je commence par l'Afrique, je commence par le Zimbabwe. Le service a annoncé la situation au Zimbabwe par rapport à son président en 2017. Je mettrai des références à ma région. Pour savoir le Zimbabwe, on a pu annoncer ce qui va s'arriver au président. Quelques années plus tard, c'est arrivé au président Mugabe. Nous sommes le président de l'Angola, on a bien pu annoncer. Nous sommes le président de la Zambie, on a bien pu annoncer. Nous sommes les situations en Afrique du Sud qui concernent la Fossa, on a bien pu annoncer. On a ce devoir d'annoncer ce que les présidents vont vivre. Si on vient en Afrique centrale, on a annoncé le coup d'État du 2 début en 2017. On a annoncé pour le Gabon en 2017. On a encore annoncé en 2023 ici. Que ce soit ce qui se passe au Congo, le putsch que le RD Congo a eu l'année passée, on l'a annoncé ici. Je mets toutes les références à côté. Si on va à l'Afrique de l'Ouest, le coup d'État au Burkina Faso, on l'a annoncé ici. Guinée-Bissau, on l'a annoncé ici. Mali, on l'a annoncé ici. Tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, on l'a annoncé ici. Je mets les références à côté. Parce que c'est important de comprendre le chemin que je veux prendre pour expliquer. Moi, je me rends avec une victime dans toute l'Afrique de l'Ouest, que ce soit à part, parce que le Togo c'est encore un téléchargement. La Côte d'Ivoire a annoncé ce qui s'est passé en 2020, qui gagne les élections, etc. Pour le Sénégal, on a annoncé la victoire de ces jeunes et la transformation que ce pays aura. Il n'y a aucun pays, à part la Tunisie, que je prendrai les détails, même si j'ai annoncé la victoire de la Tunisie en arrière, à part l'Égypte, mais jusqu'au Maroc, il n'y a aucun pays africain pour lequel le service Zoé n'a pas annoncé les situations de troubles politiques de la présidence et de ceux qui dirigent leur nom et leur visage. Si on va en Europe, on a annoncé ce qui se passe avec Macron ici en 2022. Si on va en Allemagne, on a annoncé ce qui se passe avec l'EDF ici. Si on va en Italie, on a annoncé ce qui va se passer avec Meloni. Si on va en Russie, on a annoncé ce qui se passe en Russie, que ce soit la guerre, que ce soit le putsch, le faux putsch que M. Poutine a eu. Si on va en Chine, on dit ce qu'on a annoncé sur la Chine de Xi Jinping depuis 2016, qui va marcher sur le monde. Si on va aux États-Unis, on a annoncé la victoire de Donald Trump des années avant de son coup d'État et la chute de Biden jour pour jour. Donc, si je donne ces facteurs avant d'entrer dans ce sujet, c'est pour me rendre légitime. C'est pour légitimer ce que je vais exprimer avec vous. Parce qu'il y a sur les 200 et plus de pays, parce qu'il y a d'autres téléchargements que j'ai dit qui sont en train de se manifester. Que ce soit même du côté du Venezuela avec Maduro, nous avons annoncé en 2016 qu'il y aura comme attaque en plein stade. J'ai décrit la scène spécifique. Donc tous ces facteurs-là, je légitimise déjà ce que je vais dire après. Pour dire que quand le service annonce une situation concernant un chef d'État, ce n'est pas un débat idéologique en fait. Parce que les gens qui me découvrent aujourd'hui ne savent pas que je parle de premier rang. C'est important d'abord que je remette ça. Et ceux qui vont voir cette expression visuelle vont voir les références et les confirmations à ma gauche. Donc allons-y. C'est important que je commence par là. Quand on paye le Cameroun, j'ai annoncé pour le Cameroun. M. Kobila, tout ce qui se passe, il n'y a rien de spécial pour le Cameroun pour l'instant. Sans oublier le Nigeria, pour lequel j'ai annoncé la chute de Buhari, j'ai annoncé les reports des élections du Nigeria en 2019, etc. Il n'y a que Bénin que je n'ai pas une expression visuelle. Bénin.
que le Bénin. Que le Bénin. Pourquoi le Bénin? On va se comprendre tout à l'heure dans quelques minutes. Ok. Déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Elle trouve des États, elle trouve des royaumes. Des royaumes centrales, ça on appelle des royaumes centralisés du Congo, des royaumes centralisés de l'Afrique de l'Ouest, des royaumes centralisés de l'Afrique australe. L'Afrique du Nord est un peu démantelée parce que c'est eux qui ont subi les frasques, les difficultés des puissances européennes à cause du pétrole de Bering. Gibraltar. Donc ici, on continue. On est dans un sujet très très sensible. En 1885, que tout le monde connaît, l'Empire allemande est puissante. L'Empire français, anglaise puissant. Il décide de démembrer l'Afrique. On appelle ça Scramble for Africa. Tout le monde connaît. Je mettrai les différentes cartes du monde à partir de 1888 jusqu'à 1913 jusqu'à 1945. C'est important de distinguer ça, on va se comprendre d'ailleurs. Donc, comment est-ce que ces personnes ont subdivisé? Je vais introduire le sujet, après je vais entrer dans les détails. Comment est-ce qu'ils ont subdivisé l'Afrique? Vous devez savoir, parce que c'est important pour vous. Ça ne parle pas de David ici. David est mort, on sait pas s'il existait. Okay? Mais c'est important pour vous de savoir que sur la côte ouest, en quittant la côte ouest, en quittant du Maroc jusqu'au Cameroun, tous ces pays regardent l'Atlantique. Okay? Tous ces pays regardent l'Atlantique. Et à cette période historique, on doit le savoir, on n'a que des navires qui n'utilisent pas encore la vapeur. C'est des navires qui utilisent les voiles, pour lesquels c'est les courants qui les transportent d'un point A à un point B. Donc, les Européens subdivisent donc l'Afrique sur une boussole nord-sud. Ça veut dire on découpe l'Afrique pour que toutes les parties puissent être, si on quitte l'Afrique, la côte de la Guinée, du golfe de Guinée, c'est-à-dire tout ce qui est l'Angola, jusqu'au Cameroun. Ils ont découpé Est, Ouest, pour que tous les pays qui sont à l'intérieur des terres puissent être reliés par la mer. Je vais la carte pour comprendre. Ça veut dire, si on prend l'Angola est collé à la mer. Mais quand on prend la Guinée équatoriale collée à la mer, on voit le Gabon, une fissure collée à la mer. On voit Congo-Brazzaville collé à la mer. On voit RDC collé à la mer. Parce qu'en fait, on voulait faire des liens pour que ceux qui viennent des côtes puissent entrer dans la terre. On a fait la même chose à partir du Nigeria, Bénin, Ghana, etc. pour lesquels on voit des rectangles. C'est les pays qui sont rectangulaires. Donc en fait, ça quitte du nord au sud. Donc le découpage était juste pour que quand les bateaux arrivent, puissent accoster et entrer dans la terre. Donc ils ont découpé ainsi en rectangle, en triangle et en carré. Juste pour que, et en trapèze aussi. Juste pour que nous puissions être reliés du côté ouest à la mer. C'est très important. Et leur découpage était uniquement en fonction de la traite négrière, uniquement en fonction du trafic qui pourrait bien avoir le coton, du sucre, entre guillemets, et de toutes les ressources que l'Afrique pouvait avoir sur cette côte-là. Le problème de notre discussion ici, c'est quand il ainsi, comme je disais plus tôt, les côtes-là maintenant deviennent populaires, la population augmente. Il y a une exode de population qui quitte les intérieurs des terres pour venir à l'extérieur, et ça fait ce qu'on appelle les erreurs. Les garçons et les filles qui errent, ils ne savent pas quoi faire, parce que les Blancs nous utilisent pour leur trafic. Ça, ici, on est au 18e siècle, au 19e siècle, fin du 19e siècle, 1800. Et c'est important que nous puissions parler de cela. Parce que ensuite de cela, on a le 20e siècle, on réalise qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'Empire austro-hongroise entre en conflit. Ok? Il y a la révolution bolchevique en 1917.
Et toutes ces révolutions commencent à créer naturellement ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ici, c'est la guerre européenne qui se base uniquement sur l'expansion des territoires qui veulent avoir en Afrique. Il faut qu'on dise la réalité. Le sujet c'est tellement important que, à l'instant, si quand je montre, quand vous verrez la carte africaine, à cette période, on est réunis en ethnie. Les découpages qu'ils ont fait de toute la côte ouest, de toute la côte du Golfe de Guinée, et même en Afrique australe, parce qu'on va parler des conséquences tout à l'heure, ils ont découpé sans prendre en compte les spécificités ethniques. Et naturellement, l'Allemagne avait des grosses parties. L'Allemagne avait le Cameroun, l'Allemagne avait le Togo, l'Allemagne avait le Ghana. L'Allemagne avait une partie du Congo aujourd'hui, le Rwanda, l'Ouganda. Et quand l'Allemagne perd la première et surtout la deuxième guerre mondiale, ces parties sont encore subdivisées. Et la France, l'Angleterre, l'Espagne, entre guillemets, reprennent le pouvoir et repartissent encore les frontières. Alors, cette répartition des frontières, quelles sont les conséquences sur notre politique aujourd'hui? On s'en continue plus loin que ça. Après les années 1945, naît une société des nations. Après la société des nations, ça veut dire les Nations Unies. Les Nations Unies, maintenant, c'est les Nations Unies. C'est plus une société des nations. Les Nations Unies ici voudraient que nous soyons des nations. Et forcément, ceux qui nous ont colonisés, nous ont civilisés, l'extension de l'esclavage qui nous ont imposé, nous impose aussi ces notions de nation, État-nation. Parce qu'ils nous ont découpé en triangle, ils ont découpé en carreau, ils ont découpé en trapèze, et ils ont fait en sorte que nous devenons des États-nations. Nous parlons de ça, c'est très important. Je voudrais que les politiciens écoutent ceci. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à trouver le problème. On ne veut pas résoudre le problème à la base, on veut résoudre le problème à la suivante, parce qu'on veut être président. Et c'est ça le véritable problème. Donc ici, dans les années 45 jusqu'aux années 50, les pays tutélaires ou les pays qui nous ont rendu notre soi-disant liberté nous ont donné une constitution. Parce qu'il ne faut pas oublier que la constitution française de 58, c'est nous qui l'utilise encore plus aujourd'hui, je le dis depuis au moins 2-3 ans. Et naturellement, dans cette continuité, ils nous ont poussé à travers les révoltes et le fait qu'ils ne veulent pas laisser leur colonie, nous ont poussé vers ce qu'on appelle les pré-indépendances. Dans les années 50, fin années 50, il y avait des guerres dans tous les pays. Il faut se poser la question pourquoi il y avait des guerres dans tous ces pays. Hormis le fait qu'il y avait des situations de domination, mais aussi des situations territoriales. On va parler tout à l'heure. On va parler des effets, des causes. On va prendre celui qui était en charge des Nations Unies à cette période-là. Je vais aller rapidement, parce que c'est très long. Ici, on avait fait une conférence de 4 heures. Je pense pas que nous avons supporté, parce que les gens sont en train de partir. Donc, je dis, ici, le vrai problème, ici, mon service, je fais comment? Parce que le vrai problème de mon service, c'est que je suis toujours obligé de parler. Je vous aime bien. Je fais mon travail. Donc, ici, dans ces découpages-là, on n'a pas pris en compte ces différents groupes ethniques et dans les indépendances pour lesquelles arrivent tous les pays subsahariens, parce que l'Algérie, c'est une spécificité. L'Algérie, c'est spécifique, on ne pourra pas parler de l'Algérie, parce que l'Algérie et la France, c'est quelque chose d'autre. L'Algérie, France, Maroc, c'est quelque chose. Parce que le Maroc, c'est une monarchie depuis le XIe siècle, mais l'Algérie ne se retrouve pas vraiment dans cette royauté. Okay? Donc ici, si on revient à notre propos, on voit que l'indépendance, donc, des années 60, nous ont rendus indépendants et entrant donc ainsi l'intangibilité des frontières. Ça veut dire à cette période-ci, intangibilité veut dire inviolable, inchangeable, intouchable. Bon, ici, à partir des années 60, nous sommes devenus des États-nations, nous sommes devenus des républiques à l'image des colonisateurs qui nous ont imposé des États-nations sans nous poser de question. Et ces États-nations aujourd'hui, après les indépendances, quel est le bilan des États de frontières? Si on essaie de regarder tout ce qui se passe au niveau des côtes de toute l'Afrique, quelles sont les conséquences sur nos populations? Est-ce que ce problème peut être réglé? Comment est-ce qu'il peut être réglé? Donc, entrons dans un sujet qui est très intéressant parce que j'ai introduit que les frontières, le découpage des frontières, qui l'ont fait,
qui ont imposé ces frontières et comment ce découpage a bien pu avoir lieu et quels sont les effets sur la population. Parce qu'aujourd'hui, on a fêté le 20 mai il y a quelques jours. Okay? On a fêté le 20 mai il y a quelques jours. Et ce que le pouvoir en place proclamait, c'est que nous sommes un État indivisible. On aime bien le dire, indivisible. Pourquoi est-ce qu'on parle de divisibilité? Est-ce qu'il y a un problème de division? Parce que on revenait dessus tout à l'heure, parce que je suis en train dans l'État camerounais, parce que je prendrais l'exemple du Ghana et l'exemple du Cameroun comme un exemple très important parce que nous vivons dans ce type de contexte. Nous sommes aujourd'hui 50 ans après les indépendances, plus 50 ans après les indépendances encore, et il faudrait qu'on parle des effets. Nous entrons dans un détail. Comme je le disais tout à l'heure, l'intangibilité des frontières pose problème, et il faut qu'on en parle, il faut que les politiques puissent assumer ce facteur et trouver des solutions pour sa population. Parce que je dis qu'il y a 100 ans, on n'était pas le Cameroun. Il y a 100 ans, on n'était pas une nation. On n'était pas une nation, on était un État. Ok? C'est important de revenir sur ce facteur-là. Parce que le mot Cameroun déjà n'est même pas le nôtre. Le mot Cameroun, Violos Cameroun, c'est pas le nôtre. Il y a quel pays qui a son nom propre? Parce que quand on va au Ghana, c'est Nouana. Nouana, que Rawlings a imposé, c'est pour ça en Mauritanie. Quel est le pays qui a son nom propre? Et c'est important de voir à quel point il nous impose des noms. On te dit Congo, Brazza. Tu ne sais pas que c'est l'explorateur Brazza qui est venu au 19e siècle pour conquérir. En fait, c'est l'homme des concurrents qui nous impose encore notre point de vue aujourd'hui, notre politique. Et on est encore dans le costume du soumis. On a le costume du soumis. Donc, ici, l'intangibilité des frontières entre en jeu parce que dans les années 1863, il y a une très grande conférence. Je vais lire quelque chose dans le passé. Ici, c'est Lord Salisbury qui le dit en 1880. C'est Lord Salisbury qui le dit. Ok, on y va. Je vais lire ce qu'il dit à cette chose. Lui-même, un des grands partageurs du gâteau africain, se passe de ce commentaire. Il dit: nous avons entrepris de tracer sur les cartes des régions où les hommes blancs n'avaient jamais mis les pieds. Nous sommes distribués des montagnes, des rivières, des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières ou ces lacs. Donc voilà ce que Sir Salisbury dit. Il dit voilà comment on s'est subdivisé. On s'est subdivisé les lacs, on s'est subdivisé les rivières, on s'est subdivisé les montagnes, on n'a jamais mis pied. Parce que dans leur cartographie qu'ils imposent, le but c'est de transporter des biens des côtes à l'intérieur ou de l'intérieur des côtes à l'extérieur. Donc c'est important de voir ce que Sir Lord Salisbury a dit. Mais ici, il va plus loin. Il réalise qu'ils ont subdivisé près de 177 ethnies ou peuples, des groupes. Et il y a des perdants. Il y a beaucoup trop de perdants pendant les perdants qu'on appelle droit. Ok? Mais ici, en 1963, après les indépendances, on réalise qu'il y a beaucoup de conflits frontaliers. Beaucoup de conflits frontaliers. Et il y a ici l'organisation de l'unité africaine qui a lieu au Caire le 21 juillet 1964. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de Casablanca qui voulait une réforme des frontières africaines en 1963. Il y avait un groupe qui voulait qu'on refasse les frontières. Et naturellement, il y avait un groupe, les Mongolia, eux, ils voulaient le statu quo. Ils ne voulaient pas que ça change. Et le groupe de Mongolia qui ne voulait pas que ça change sont plus des groupes qui étaient plus colonisés par les francophones. Il faut le voir, parce que c'est important. On va revenir à certains facteurs tout à l'heure
comparativement avec Nassimri et Rawlings. C'est très important cette discussion, c'est pour nos amis politiciens. Alors ces deux groupes, il y a des débats. On se dit qu'il faudrait qu'on garde les frontières qui nous ont imposées. Mais le groupe Casablanca, qui est plus anglo-saxon, se dit mais non, on a coupé nos ennemis, on nous a séparés de nos familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Touaregs sont des nomades. Bon, eux ils bougent un peu. Tu montres tous les Touaregs en Égypte, en Libye, en Tunisie, Burkina Faso, Niger, Sénégal, jusqu'au Ghana, Tchad, Cameroun. Parce que eux, c'est des mouvements, ils sont en mouvement. Mais ils sont un peuple. En fait, c'est un État. Donc, depuis près de 60 ans, ils sont subdivisés. Maintenant, les uns peuvent même lutter contre les autres. Mais ils parlent la même langue. Je fais qu'il y a un texte par rapport à l'Érythrée, la Corne de l'Afrique très intéressant. Alors ici, en 1964, on entre un sujet très important. C'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières en Afrique. Ce principe déclare solennellement que tous les États, le mot État c'est intéressant, tous les États membres s'engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont décidé à l'indépendance. Ça veut dire à partir des années 60, les territoires qui ont été découpés ne devraient plus changer. Et la question centrale c'est qui sont ceux qui ont découpé? Pour que les pères fondateurs du Cameroun, du Nigeria, etc. ont pu accepter ce type de choses. Sous quelles conditions? On continue, c'est très intéressant. S'il vous plaît. La véritable question ici, on va se dire, plus de 50 ans plus tard, quelles sont les conséquences? On parle des conséquences tout à l'heure. J'ai fait un résumé. Alors on va prendre ici un exemple, des exemples qui tendent depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Je prends des exemples jusqu'au Soudan. Souffrez, c'est bon d'avoir la connaissance. Alors ici, après les indépendances, le choix de métier des frontières hérité à l'époque coloniale visait à résoudre et à éviter les conflits frontaliers entre les États africains. Mais cependant, elle était insatisfaisante. Déjà, on commence ici. Dans le Maghreb, les pays du Maghreb, un an après les indépendances en 1963, l'Algérie est entrée en guerre avec le Maroc. Parce que j'ai mis le cas du Maroc et de l'Algérie, parce que je répète encore ici. J'ai envoyé en 2021, le service me donne le message pour le roi du Maroc Mohamed VI par rapport aux frontières. Que s'il ne répare pas de frontières, il va laisser son trône. Il est très malade maintenant. Je ne peux pas répéter cela parce que je vais mettre cette image en caméra ici. Mohamed VI. Et j'ai encore annoncé, malheureusement, son décès qui aura sûrement l'année prochaine. Je n'ai rien voir plus jeune. Donc en fait, ici, dans le Maghreb, un an après son indépendance, l'Algérie entendait avec le Maroc sur un litige tracé de la frontière à la région du Fibi, au nord-est de Tingouf, pardon. Après ces échéances, l'eau en a pas pu résoudre le problème. Jusqu'à aujourd'hui encore, entre la Mauritanie, le Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie, il y a encore ces problèmes de législation des frontières. Ce n'est pas encore résolu après. L'armée marocaine, même à travers Mohamed II, a voulu pacifier ce problème, a voulu intégrer l'Algérie, mais la population n'a pas voulu. On parle de la population. Ok. Si on va maintenant du côté de. Après le Sahara, on voit ici, on se dit, dans la zone du Sahara, on confrontait les questions de Touareg. Parce que les Touaregs, c'est un vrai problème. Les peuples Touaregs sont constitués d'une population berbère et qui sont automatiquement des nomades, organisés en tribus. Ils sont répartis entre 5 États, comme je disais tout à l'heure. Le Niger, environ 800 000. Le Mali, environ 500 000. L'Algérie, environ 30 000. La Libye, environ 10 000. Le Burkina Faso, environ 15 000. Sans oublier qu'il y a aussi au Ghana, comme on parlait tout à l'heure. Or, ici, les Touaregs en souffrent. Il y a même pas les Touaregs qui sont en Libye. Les Touaregs qui sont minoritaires en Libye, juste à cause de cette division. Les indépendances africaines, celles
ce qui est vécu par les Touaregs comme un démembrement de leur corps politique. Il faut savoir qu'un État, c'est un corps politique centralisé. Ils ont depuis toujours revendiqué une autonomie, leur rapport avec le pouvoir central. Si on essaie de comprendre, on va comprendre pourquoi les guerres, lui, et tous les Touaregs qui descendent du Tchad, de la façon de Cameroun, créent tous ces conflits qu'on a aujourd'hui, avec aussi l'aspect djihadiste. C'est pas le but. Alors, il y a des traités qui sont signés en 2012, mais qui ne perdurent pas, avec le Mali. On va plus loin que ça. Les conflits frontaliers qui ébranlent la stabilité, la fragilité et édifice étatique de la bande sahélo-saharienne entre la Libye et le Tchad, entre la bande d'Aouzou dans la région septentrionale du Tchad, revendique pour l'occupation à partir de 1973, qui a été rendue au Tchad en 1994. Il y a toujours des conflits aujourd'hui. On va en Afrique occidentale. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est le président du monde entier aujourd'hui. Tout le monde veut Ibrahim Traoré. Parce que les enfants qui naissent demain matin, on va les appeler Traoré, franchement. Oh, Ibrahim, comment ça va? Moi, je suis Traoré. Le Haut-Volta, ça s'appelle Haut-Volta. En 1984, et le Mali sont livrés à des affrontements armés lors d'un conflit en 1914 et 1985, dont la cause revêt un dimensionnement territorial lié à la revendication de la zone frontalière à Agacher. Et de plus, le Burkina Faso se dispute avec le Bénin pour le contrôle de la zone frontalière à Kourou-Kaou. Cette zone est un centre revendiqué par les territoires des deux entre les deux États. C'est très important ici. Ils ont donc accepté de soumettre les différentes frontières à la Cour internationale de justice. C'est toujours eux. Et je dis encore, cette Cour internationale de justice ne traite que les cas africains. Mais c'est international. C'est important. C'est que pour les cas africains. Il n'y a que les cas africains. Mais on continue. Au niveau de sa frontière orientale, c'est-à-dire on parle du Niger, du Burkina Faso, un différend oppose le Burkina Faso et le Niger. Ce contentieux est lié à une divergence d'interprétation de l'amendement apporté à l'arrêt colonial en 1927 sur le tracé de la frontière entre les deux territoires. Le 27 juin 2010, ils ont accepté de soumettre le contentieux à la Cour internationale de justice. Par ailleurs, les frontières entre le Burkina Faso et le Ghana étaient en point de tension. Le Ghana revendiquait les territoires frontaliers au Burkina Faso, entraîné dès 1963 la fermeture des frontières par le Ghana. Cependant, lorsque le conflit est porté à l'OUA en 1974, il a dégénéré. Les Ghanéens sont installés dans le village de Katounda, dans le cercle de Tenko Dogo au Burkina Faso. Un accord a été réalisé à la suite des concessions faites par le Ghana. Je suis le lire, c'est très intéressant parce que il y a des intellectuels qui nous écoutent, il faudrait qu'on soit précis. Outre, parce qu'on va revenir sur le Ghana et le Cameroun tout à l'heure, je vais entrer dans les détails. Outre le Burkina Faso et le Ghana, ici, ce que je pense c'est très intéressant. Outre le Burkina Faso, le Ghana, le Kwame Nkrumah entreprend des différents territoires avec les autres États voisins. Il convient à cet effet de rappeler la vivacité et la particularité des différentes Ghana et le Togo. Parce que Ghana et le Togo sont frontaliers. Qui a porté sur le sort des populations Ewe, qui se trouve à l'est, qu'une ligne frontalière sépare les deux. Entre le Ghana, il y a 700 000 habitants et le Togo, il y a près de 400 000 habitants. Donc depuis 1959 à 1966, le président ghanéen, Kwame Nkrumah, a même fait pression au Togo, ça c'est important de le dire. Quand je le disais à 5 ans, je n'y croyais pas vraiment, mais quand j'ai eu les charges, j'ai fait la peine de voir que Kwame Nkrumah a compris le problème. Malheureusement, il voulait donc intégrer le Ghana au Togo. Il voulait que le Togo et le Ghana soient une nation. Mais naturellement, comme je l'ai dit, l'aspect anglophone et l'aspect francophone, les francophones voulaient l'intangibilité des frontières. Ok. Ce différend parfois atteint un tel point que les politiciens la détermination des frontières, la délimitation des frontières entre le Togo et le Ghana soulève un problème ethnique. On verra dessus tout à l'heure. Je prendrai cet exemple ethnique
parmi les plus importants que possèdent les frontières africaines par leur origine coloniale. C'est-à-dire, on oublie aussi que même le détachement, les 100 000 en Côte d'Ivoire ont fui pour venir au Ghana parce qu'il y a eu une sécession en Côte d'Ivoire. Alors ici, c'est important de venir même dans notre propre pays, le Cameroun. Parce que le Cameroun, on a un problème qui est là actuel. Et on ne sait pas que ce problème qui est là actuel, ça vient de cette subdivision territoriale et intangibilité des frontières. Ici, à la lisière de l'Afrique occidentale et centrale, le Nigeria et le Cameroun ont été opposés par un conflit frontalier à propos du péninsule de Bakassi. Je pense que le péninsule de Bakassi qui avait un problème à partir de février 1994, pour lequel la Cour internationale de justice a donné sa souveraineté au territoire camerounais. On oublie aussi qu'on a un problème anglophone qui vient aussi de ce problème-là, qui émane de cette situation à ce niveau. On va aller rapidement, parce que le temps est contre nous, on réalise aussi que dans la plupart des pays africains, à cause de cette subdivision territoriale, surtout à cause de l'intangibilité des frontières, a causé ce qu'on appelle des sécessions. Tous les pays africains veulent la sécession. La sécession, ce n'est pas seulement au Cameroun. Vous savez le problème qu'il y a entre le Sénégal et la Sénégambie. Sécession. On a parlé du Ghana tout à l'heure, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on parle de Biafra et le Nigeria, on parle du Cameroun occidental, du Cameroun oriental. On voit que quand on va dans tous ces marchés, il y a beaucoup de pays qui veulent la sécession. Et la sécession, c'est parce qu'ils veulent rester en groupe ethnique. On va trouver la solution. Hein. On parle ici parce qu'il faut qu'on ait des solutions. Et cette subdivision des frontières. Et comme je dis tout à l'heure, le sud-est de la Côte d'Ivoire veut se rattacher. Voir son rattachement au Ghana, c'est-à-dire les 108, ça ne marche pas. Mais moi, je voudrais qu'on parle du problème qui est actuel. On voit ce qui se passe en RDC, avec le nord du Kivu. C'est l'est de la RDC, on voit les conflits qu'il y a, sans oublier que le Rwanda a vraiment voulu annexer cette partie du pays. Tout cela à cause des subdivisions des Occidentaux. Ici, l'instabilité de la RDC, on en parle aujourd'hui, on fait les prières, on fait les jeûnes, on ne voit pas la racine. Dès qu'on parle de la racine, on essaie de trouver la solution. C'est la solution là. Je fais un rapport rapide. Ici, on doit se poser la question sur la paix réelle et voir l'intangibilité des frontières, comment est-ce qu'elle persiste aujourd'hui et comment est-ce qu'on prend la solution. Je prends le cas de la Corne de l'Afrique. Parce que moi je trouve que la Corne de l'Afrique, pour moi c'est quelque chose d'important entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, qui sont venus en guerre, pour lesquels on a des millions de morts et des millions de déplacés. On est en train de prier pour résoudre un problème, alors on arrive à résoudre le problème, sans oublier que le Soudan c'est un pays, c'est une ethnie nilotique, appelons ça ici. Et dans ce nilotisme-là, on doit. Quelle est la solution de cette subdivision, de ce territoire aujourd'hui? En résumé, parce qu'on a fait 40 minutes, malheureusement, en résumé de cette discussion-ci, le plus important c'est de se dire qu'est-ce que les subdivisions des territoires, c'est-à-dire l'intangibilité des territoires, ont bien pu poser en Afrique aujourd'hui. Parce que moi, quand je parle d'élaborer, je reviens à cette vision que j'ai eue, cet ordre présidentiel que j'ai eu de parler au Ghana. Que là, moi, j'aime ce sujet. Je vais vous poser ça en semaine, et je vous poserai ça encore en parallèle à cette expression visuelle et à ce message. Le service me demande de parler au Ghana. Et de dire au Ghana, voilà les événements qui vont arriver si tu règles le problème. Le problème n'est pas encore là. Parce que le problème est dormant. Le problème va se réveiller d'ici très peu de temps. Et le but du service, comme il le fait pour tous les autres pays, c'est de prévenir les chefs d'État, que les chefs d'État s'asseyent avec les différents groupes que leur territoire ou leur nation possède et trouver des solutions. Donc quand on me transforme au fin du 19e siècle,
on me montre, on me montre le prêtre Anoki. Je ne savais même pas qui était le prêtre Anoki. J'ai pu dire que je pouvais ça l'année passée. J'ai découvert l'année passée Anoki. J'avais vu qu'au Ghana, quand tu entres à Accra, qui est la capitale, tu vois la statuette du prêtre Anoki élevé qui arrête un document en main. C'est lui qui a pu fédérer tous les peuples autour de la domination de la puissance Ashanti. C'est comme ça s'appelle Ashanti. Okay. C'est lui qui a pu faire une confédération des Ashanti de tous les peuples, tout ça, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, tous ces peuples autour qui sont les Ashanti. Okay. Et on peut combattre les Portugais, on peut combattre les Anglais, on peut repousser la puissance anglaise. Donc quand on me transporte dans cette période historique, pour laquelle je ne connaissais pas, on me fait comprendre qu'il faudrait que tu dises au chef d'État, qui parle aux chefs. Les chefs, c'est eux qui sont les leaders d'un groupe ethnique. J'explique maintenant avec beaucoup plus de détails qu'il y a 7 ans. Les chefs, ce sont des personnalités politiques ou juridiques qui sont des leaders d'un groupe ethnique. Donc, il faudrait que le président actuel, le nouveau président actuel puisse commencer à réunir tous ces groupes ethniques et écouter leurs doléances. Parce que leur doléance, ce n'est pas qu'ils prennent l'argent. C'est que leur doléance, c'est qu'il y a ces subdivisions causées par cette intangibilité des frontières qui va encore causer des guerres. Parce que moi, quand on me transporte là-bas, on me montre qu'il y aura des véritables guerres, des affrontements sanglants qui vont encore dessiner. Et moi, je dis toujours, le service a l'avantage d'avoir le temps. Elle a le temps de prévenir pour que les populations. Mais le seul problème qu'on éprouve aujourd'hui, c'est que malgré le temps qui est devant nous, les officiels, les autorités n'écoutent pas. Parce que c'est ça mon problème en fait. C'est que tant que les autorités n'écoutent pas, tout ce qu'on raconte là, c'est du vent. Parce que au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, on a découvert les gisements de pétrole. Il est maintenant presque impossible de fédérer ces pays qui ont maintenant leurs intérêts énergétiques. Ils vont vouloir sauvegarder leur territoire et ceux qui sont à l'intérieur des terres qui n'ont pas ces ressources vont vouloir venir vers ces ressources et créer des guerres. Donc pour résoudre ce conflit, il faut qu'on pense autrement sur l'intangibilité des frontières. Parce que quand le service prévient comme ça et que ça reste un écho qui s'arrête sur le tel de l'air, ce n'est pas mon message, c'est un message qui concerne un pays. Le problème ici, c'est que ceux qui écoutent ce message disent ils profitent de Korosa. Pourtant, dans 2 ans exactement dans 2 ans, quand ces guerres vont arriver, il avait dit. Le but n'est pas qu'il avait dit, le but est que est-ce que les officiels peuvent s'asseoir et de regrouper tous ces chefs, ces 16 différents clans qui se retrouvent au Burkina Faso, qui se retrouvent au Bénin, qui se retrouvent au Togo, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut les regrouper, avoir une conférence de discussion pour parler de ces frontières et de trouver un moyen, parce qu'on oublie qu'on a un problème au Cameroun. Le problème au Cameroun avec la Guinée équatoriale. J'ai annoncé vraiment la Guinée équatoriale ici en 2021, où je vois comment il y a des affrontements entre le Guinée équatoriale et nous, pour lesquels on refoule les Camerounais. Je pense que c'est très commun aujourd'hui qu'on le voit, mais où est la différence entre les peuples femmes du Cameroun et les peuples femmes de la Guinée? Il n'y a pas de différence, la seule différence c'est la frontière. Aujourd'hui, les peuples femmes, partout jusqu'à la RDC, on est juste subdivisé par un trait. Mais tu réalises que M. Paul Biya a sa parce qu'au moins là, il est bon, hein. Sa politique migratoire, sa politique de frontières n'est pas mauvaise. Mais tu vois que le président, lui, ne veut pas ces frontières. Parce qu'il trouve qu'il a des ressources et que les ressources sont assez pour son pays. On réalise qu'il y a des présidents qui sont égoïstes et ne pensent pas à l'ethnicité. On oublie aussi ça pour le rôle de Tchali qui se retrouve au nord du Cameroun à Maroua, pour lesquels ils ont des difficultés à avoir l'accès à l'eau. Mais à cause des frontières, c'est difficile d'avoir accès. Les frontières sont une vraie barrière. Mais quand au moins 100 ans avant, il n'y avait pas ce problème. On peut puiser l'eau juste pour boire. On peut cultiver nos champs. On peut transporter nos biens pour vendre. Il n'y avait pas ce problème. Chaque région d'Afrique avait ses territoires, avait ses royaumes, mais il y avait circulation.
Parce que nous étions et nous sommes toujours plus ou moins des nomades. Nous sommes encore des nomades. Il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas qu'on enlève notre cerveau. Dans la réalité de cette intangibilité des frontières, 11 problèmes aujourd'hui pour lesquels l'Afrique aujourd'hui, plus de 50 ans après, on vit encore des conflits de territoires. On doit se poser une question. Est-ce que ceux qui nous ont imposé ces frontières, et ceux qui nous ont imposé ces États-nations, est-ce que ça marche? On va te dire non, mais tu vois nos présidents aujourd'hui qui ont les doctorats, qui ont même le bac plus 1, n'arrivent pas à résoudre ce problème. Tout ce que eux ils veulent, comme je l'ai passé, c'est de s'asseoir sur le ton et dire que je suis le 3e président de la République camerounaise. Il n'y a pas de république en fait. La République elle est forcée. La République, si elle est forcée, on va en arrière. On va en arrière rapidement. Parce que moi j'ai toujours appelé un peu l'histoire, parce que l'histoire nous permet de comprendre à quel niveau on se trouve. En 2023, je suis transporté en 1975, pour lequel je vois le jeune président Paul Biya qui est encore là, qui est encore très très jeune, en négociation avec le pouvoir français. Là, Haïti est encore au pouvoir, Haïti est encore tout puissant, Haïti est encore en train de construire. Mais on prépare déjà après Haïti. Moi je le vois, je vois la monnaie, on avait parlé de la monnaie noire. Dans cette monnaie noire, il y avait des contrats signés avec la puissance de l'Élysée, qui avait déjà proclamé, parce que M. Haïti semblait déjà aller vers l'URSS. Donc on voulait un remplaçant, ce remplaçant est automatiquement celui qui était là depuis le départ, c'est-à-dire M. Biya. M. Biya qui prend le pouvoir depuis 1975. Ce que son il est préparé en devenant le Premier ministre. Ok? Le Premier ministre à cette période-là. Et ensuite, ce Premier ministre-là, 7 ans plus tard, quelqu'un tombe malade. Et la constitution est changée à cette période en 1975. Donc, c'est changé. Ça veut dire maintenant, à cette période-là, le Premier ministre, si le président est en incapacité de pouvoir gérer le pays, le Premier ministre prend le pouvoir. C'est un peu pareil. Je vais expliquer ça en 2023, en 2022 et en 2024. J'explique ce qu'on appelle le secret de la mallette noire. Parce que j'ai vu cette mallette, j'étais assis avec Paul Biya en face. Et j'étais avec les Français à côté, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Je n'y étais pas, je ne me pardonnais. Donc la réalité ici est celle-là. C'est qu'en fait, on réalise que ça s'est passé avec Bongo Père. Ça s'est passé avec Sassou Nguesso. Ça s'est passé avec Bokassa. Tous ces présidents-là ont été placés par le régime en place français. Et il faut dire cette réalité. On peut voir cela à travers la Constitution, c'est tout simple. Donc ici, la réalité est que, est-ce que ces présidents qui sont les pères fondateurs des nations ou des États-nations africains ont pensé à la population avant leurs intérêts ou les intérêts de ceux qui l'emploient? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a une élection présidentielle en octobre. On a une élection présidentielle en octobre et on veut être président. Je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. On ne touche pas au véritable problème. Parce que si tu veux être président, qu'est-ce que tu vas faire pour régler le problème anglophone? Il faut repartir en 1880 pour régler ce problème anglophone. Parce que là, on a subdivisé les terres. Il faudrait que les Africains aujourd'hui ne pensent à être président, mais pensent à changer l'Afrique. Voilà pourquoi je n'ai rien contre ceux qui vont aller voter, qui que ce soit, je vous encourage à aller voter. Parce que par contre, je suis anti-vote. Je suis pour le vote, allez voter, allez vous inscrire massivement. Je vais le demander avant que tous les policiers commencent à la voter. J'ai les postes là qu'il faut. Je vous ai dit en juillet 2022 que je vois un peuple électoral qui va, avec les votes et tout le reste, allez vous inscrire massivement parce que je voulais que les gens puissent voter démocratiquement. C'est une démocratie imposée, mais il n'y aura pas de démocratie imposée. Il n'y aura pas de démocratie parce que la démocratie est imposée. Le vrai problème ici, c'est que celui qui va vouloir prendre le pouvoir, moi j'ai vu mon collègue là, je l'aime bien, M. Wafou, il va être président, c'est bien, mais il va changer quoi? Lui, il veut que la nation devienne en Jésus-Christ. Parce que c'est un très bon businessman. Et j'applaudis ce qu'il fait. Je ne veux pas seulement qu'il fait son propre femme, mais le vrai problème ici, là, c'est la réalité de ce problème, ça, ce n'est pas être président, c'est qui va apporter le changement en Afrique, qui va apporter le changement au Cameroun. Le but n'est pas de faire en sorte que les Camerounais soient mangent bien. Dans le bien, c'est utopique, tu mens.
Le but ici est comment est-ce qu'on va se décolonialiser institutionnellement. On ne peut pas avoir la même institution, on ne peut pas vouloir les choses qu'eux ils veulent. Ils nous imposent leur façon de voir les choses. Et c'est le cri de guerre du service. C'est le cri de guerre, c'est ce que je fais depuis 3-4 ans. Je crie sur le toit. Ça n'intéresse personne. Et comme ça n'intéresse personne, aujourd'hui on dit on est des tribalistes. Les Américains n'aiment pas les quoi n'aiment pas l'autre, même si c'est instrumentalisé par beaucoup de personnes. Mais c'est parce que nous sommes des ennemis. N'oublions pas que la France devient une monarchie au 9e siècle. Véritable monarchie au 9e siècle. En fait, ça veut dire que les notions de nation pour la France est inscrite dans leur ADN. Parce qu'ils sont sous un monarque qui dissout toute autre chose comme ethnie. Donc en fait, les Gaulois et les Celtes et les Balkans, tous ceux qui sont réunis dans ces peuples-là, sont dissous sous le roi. Mais ils sont une nation avant d'être un État. Parce que la France devient un État à partir de la Révolution. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que nous qui sommes plus des nations, des États que des nations, on nous a coupés en États-nations sans prendre en compte les populations autour. On a subdivisé, on le répète, beaucoup de gens le disent, mais aujourd'hui on veut qu'on soit un indivisible. Dans le moule de celui qui ne peut pas le comprendre, il doit se voir tatoué. Aujourd'hui, les bassins vont vouloir voter Kamal. Aujourd'hui, les petits vont vouloir voter Molia. C'est comme ça, parce qu'on est regroupé ethniquement. Et on veut le refuser parce qu'on veut nous. Naturellement, on veut nous pousser vers une notion. Oh, nous sommes une nation, un et indivisible. Mais quand comme tu le dis, ta bouche glisse. Parce que tu sais qu'on est divisible, puisque tu parles d'indivisibilité. Écoutez ceci. Quand on te dit qu'on ne se sépare pas, ça veut dire qu'il y a une notion de séparation. Si tu vois que comme Martin, le fait que tu vois qu'on se sépare, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent se séparer. Mais la séparation n'a pas commencé aujourd'hui. La séparation a commencé depuis au moins plus de 100 ans. Le problème, c'est on peut vivre maintenant sous quel type d'union? C'est la question qu'il faut qu'on réforme. Pourquoi est-ce qu'on a peur de réformer ce qu'on nous a imposé? Les politiciens ne sont pas les courageux. Après, il faut les hyper partout. Parce que ce type de personnes, c'est les gens qui sont prêts à se mettre à contre-vent des idéaux inscrits dans notre ADN par les colonisateurs. Comment on ne veut pas changer cela? Donc moi je suis fâché parce que je me dis, voilà ce qui ne va pas arriver au Ghana. Quel est un nouveau président élu démocratiquement, sans prendre en compte les différentes ethnies. Parce que les chefs sont encore là. Les chefs, c'est les porteurs et garants des ethnies. C'est les présidents des ethnies. Eux, ils sont présidents dans leur village. Ils ne te considèrent pas. Voilà pourquoi la politique anglaise est très intéressante. Parce que pour que tu gagnes le sud, il faut gagner le nord. Et pour que tu gagnes le nord, il faut gagner les chefs. Alors, on voit ce que le secrétaire à la présidence fait. On voit ce que le premier ministre fait. Ils vont gagner les chefs. Ces chefs sont toujours des chefs. Ok, on a élevé les chefs, premier délégué, troisième délégué, quatrième délégué, et ils ne savent rien. Ils ont un salaire minable par rapport au ministre. Le vrai problème ici, là, c'est que comment est-ce qu'on va réformer l'Afrique? Il faut des gens courageux pour le dire. Mais le problème, c'est que dès que tu prends courage, tu sens le problème. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'intérêt. On a beaucoup plus d'intérêt. On a beaucoup plus d'intérêt. Je ne peux pas en faire. Je m'en rapporte. À la marque blanche. Je vous avais dit non. Là, on peut pas. C'est une mission qu'on m'a donnée. Ok? Bonjour, qui est à moi? Bonjour. Non, bref. Parce que quand tu as ce type de combat, quand tu as ce type de devoir, les gens ont peur pour toi. Vous n'avez pas peur, pourquoi? Si on ne fait pas ça, on va changer. On a un vrai problème en Afrique. Qui va aller le problème en Afrique? Qui va aller le problème au nord? Qui va aller le problème seulement à l'est du Cameroun, la Centrafrique et nous, on a un vrai problème de frontière. Mais c'est le même peuple. Il y a 100 ans, c'était les maris et femmes. Quand ils se sont découpés comme ça, là, une femme enceinte, parce que
Le Cameroun, c'est une femme enceinte. De quoi une femme enceinte, vous avez rien? Sans tenir compte des réalités. Parce que maintenant, la centralité est enclavée. Est vraiment enclavée. Et forcément, aujourd'hui, la Centrafrique et le Tchad, quand elle veut avoir des produits pétroliers, etc., elle passe par le Cameroun. Parce que le Cameroun est à l'eau. Ok, on profite. Mais je dis, quel est le président? À part nos nouveaux présidents qui ont la quarantaine, qui sont très qui ont compris. Sénégal, Burkina Faso, etc. Ils ont quand même un peu compris. Mais tous les vieux briscards ne veulent rien comprendre. On avait briscards. Tous ces. Voilà. Ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent absolument rien comprendre. Donc la réalité ici est celle-là. Il faudrait que donc le Ghana prenne ce passage en considération et se dise que voilà ce qu'il faudrait que nous fassions pour éviter les guerres ethniques. Parce que nous sommes des peuples ethniques. Donc, si j'ai fait ce résumé en 1 heure, c'est très long. C'était donc parler de l'intangibilité des frontières qui est la cause principale des divisions et des guerres en Afrique depuis plus de 50 ans. Parce que ceux qui nous ont imposé les frontières depuis les années d'indépendance, avant les indépendances aujourd'hui, 100 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes dans ces frontières et ton voisin qui est ton cousin il y a 100 ans devient ton ennemi aujourd'hui. Et nos enfants feront-ils? Moi, je pleure plus les peuples femmes que quand ils vont à le foot, ils sont divisés. Moi, je suis pour le Cameroun, moi, je suis pour la Guinée. Est-ce qu'on réalise le problème? Quand la Guinée équatoriale et le Gabon, même famille, même famille. Mais quand ils jouent au football, ils sont des ennemis. À cause des îles Canaries, les îlots qu'il y a au golfe de Guinée. Là, on a des vrais problèmes. Et quand moi j'écoute des politologues parler du mandat impératif, je pense qu'on a des vrais problèmes. On a des vrais problèmes africains. Donc, les deux groupes, comme je dis plus tôt, qui ont essayé de nous garder dans ce statu quo, on doit essayer de voir cela. Le groupe de Monrovia, c'est-à-dire les présidents qui étaient alliés en colonies françaises, nous ont imposé le statu quo. Regardons donc, et posons la question pour le prochain. Quelles sont les solutions? Si toutes les frontières sont artificielles, celles des États du continent africain ne sont plus que tout autre. C'est pourquoi elles contribuent si largement à perpétuer l'instabilité sous le développement, comme affirme Boutros Ghali. La recherche des solutions africaines aux multiples conflits des frontières qui déchirent le continent est encore loin de porter des résultats à la hauteur des défis. Comme en témoigne la persistance des conflits en Afrique, la question des frontières constitue un enjeu crucial pour les perspectives de la paix et la stabilité en Afrique. Si l'Afrique n'entreprend pas, je dis encore, si l'Afrique n'entreprend pas le changement pour surmonter les défis liés à ces frontières, elle risque de voir se déclencher encore, comme je le dis pour le Ghana et les pays aux alentours, un conflit et perdre des possibilités de paix et de développement. Parce que le plus on est en guerre, le plus on ne se développe pas. Et le plus on n'a pas d'industrie de création d'armes, on ne peut pas créer les armes en Afrique. Ceux qui nous donnent les armes, ils sont contents parce qu'ils prennent nos ressources. À l'aide de la globalisation, l'Afrique aurait pu en gagner en imposant passivement la conception de frontières selon les modèles européens. Parce qu'en fait, le Schengen est assez important. Schengen n'est pas très mal. Mais je pense qu'on peut voir une autre forme de Schengen. Mais un Schengen africain qui prend en considération nos différentes ethnies et nos regroupements qui sont tout autour. Ceci est devenu une nécessité impérative dans la mesure où les activités d'exploitation pétrolière et d'exploitation de nouvelles technologies peuvent exhumer les gisements transfrontaliers terrestres, comme je le disais plus tôt. J'ai dit ça en 2022, une chose qu'aucun Africain ne connaît encore. Il y a des gisements, pas de pétrole, des gisements d'une forme liquide énergétique qui quitte du Sénégal, qui passe vers le Nigeria, qui descend vers. Ça passe au Cameroun, ça descend jusqu'au sud. Et ça s'arrête en dessous de l'Angola. Cette ligne-là, d'ici quelques années, va être un gisement d'énergie nouveau, une nouvelle forme d'énergie qui va
transformer l'entreprise spatiale, transformer tout, j'explique ça en 2022, que l'argent de transport pour montrer que voici le nouveau gisement qu'il y aura ici. Ce n'est pas le pétrole. Ce n'est pas le pétrole. Ça a une couleur orange. Orange pink, comment on dit pink. Violet, un peu orange, ok? C'est pourquoi on l'a vu, ma soeur là-bas derrière. Elles sont jumelles. Donc, elles ont des cheveux à quoi? Elles ont des lunettes. Devant derrière. Donc, si tu as les lunettes, c'est pas bon. Donc, en fait, ici, cette couleur-là, c'est ce nouveau gisement de pétrole. Et pour ça, dans toute cette frontière-là, ce sont les pays africains qui sont limitrophes. Si on découvre ce gisement, comme je le disais, je préviens qu'il faut pas que ce soit les blancs qui découvrent ça à notre place. C'est nous qui découvrir ça. Mais cette fracture terrestre-là, qui a cette nouvelle forme d'énergie, comment va-t-on? Est-ce que nos territoires, nos frontières vont permettre encore de ne pas entrer dans des nouvelles formes de conflit? Parce que vous voyez, tous les gisements de pétrole qu'on découvre sur les côtes, on découvre des gisements de pétrole extraordinaires. C'est des financements. La Terre ne peut pas vivre sans énergie. Nous sommes à l'ère électronique pour lequel l'énergie est primordiale. Du fait de découvrir des gisements de pétrole offshore et d'autres ressources de diverses natures, des facteurs de risque de voir des nouveaux conflits, des frontières naître ou surgir des conflits, l'attente est bien réelle. On ne voit pas ce qui se passe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Moi, je l'annonce depuis 2001. Je dis, l'ange a dit qu'après le coup d'État qu'il y aura et qui va causer la mort d'un président, la suite sera la Côte d'Ivoire. C'est ça ici. La Côte d'Ivoire va souffrir, je l'ai expliqué. Je pense que les Ivoiriens me suivent. Le but n'est pas là, mais le but est comment résoudre ces problèmes. Donc, il faudrait que l'Union africaine écoute ceci. Parce que je dis à l'Union africaine, pour les gens qui sont dans ce terroir, il n'y a aucun conflit africain qui n'est pas avancé. Aucun. Actuel, il n'y a aucun. Il n'y a aucun conflit africain qui n'est pas avancé. Et je prends toujours la peine de l'annoncer avant. Que ce soit pour le Congo, que ce soit pour ce qui se passe au Soudan du Nord, au Soudan du Sud, ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui, tous ces conflits africains, on les a annoncés ici. Le but n'est pas de montrer qu'on annonce, le but est de trouver des solutions. Il faudrait qu'on puisse arriver au point où on ait des solutions au long terme, réglées par les Africains. Parce que quand on parle de la Cour internationale de justice, là, c'est financé par qui? On sait par qui c'est financé. Et ceux qui financent veulent que le verdict puisse être à leur intérêt, naturellement. Et on ne peut pas voir ça. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, on est là, dans notre statu quo, et nous qui voyons, qui avons la capacité de voir les choses du futur, on veut que la fin du monde arrive. Et la fin du monde arrivera. On a fini pour l'intangibilité des frontières et les Area Boys. Il faudrait que les nations africaines puissent penser à leur Area Boy aujourd'hui. Parce que nous sommes les Area Boys. Nous sommes tous des Area Boys. On est des chômeurs intellectuels, des chômeurs. On se cherche, on veut être comme eux qui nous ont colonisés. On est errants. On s'habille, on parle comme eux, mais on n'a pas de solution. Et nos États ne trouvent pas la solution. Nos États ne font que partir pour aider l'argent à gauche à droite, pour ne pas porter de solution sur la table. On ne peut pas résoudre un problème comme ça. Si on veut être un pays fort, émergent, il faudrait qu'on puisse penser à l'émergence. Il y a une seule chose qui fait émerger un pays, ce n'est pas la dette, c'est les industries. Donc si on n'industrialise pas, on ne peut pas évoluer. Donc quand moi j'entends, parce que là je pense à la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, on va peut-être lancer la pêche du corps électoral. Okay? Il y a des gens qui sont là pour lancer, hey, je suis candidat, le PSN, je suis candidat. Là, c'est les gens qui veulent avoir les postes de députés et de maire. On sait comment ça se passe. Ok? On sait comment ça se passe. Personne d'entre eux là, actuellement, à part peut-être Libye, n'est pour le véritable changement. Mais il n'apporte aucune solution. Au long terme, il n'apporte une solution qui est pour moi stupide. Les présidents aujourd'hui doivent s'asseoir et se dire, ok, on a été, j'étais là pendant l'indépendance, Paul Biya, tous les doyens, M. Paul Biya, M. Obiang, M. Sassou, Mohamed VI, peut-être, Sissi. Je ne peux pas dire réellement parce que je pense son fils. Mais ça, il se dit, regardons le bilan de l'Afrique.
Avant qu'on le parle, comment on peut régler ce problème? Nous qui sommes les parce qu'on peut faire sortir le président et on pense Afrique. Parce qu'avant, du royaume de Ouagadougou, jusqu'au royaume de Congo, jusqu'au royaume de ça et comme ça, on était dans les échanges de biens. Il y avait des guerres, c'est clair, on ne faisait pas de guerre. Il y avait des frontières, mais ces frontières étaient les frontières État-royaume. Vous jamais fini pour le guerre. J'espère qu'on a quand même compris.